Donc en réalité, voilà, le spatial et le nucléaire ont en fait beaucoup en commun au plan historique, et depuis très longtemps. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat, aujourd'hui en compagnie d'Amaury Dufay. Bonjour Numa. Bonjour Amaury, merci d'avoir accepté notre invitation. On est absolument ravis de t'avoir ici aujourd'hui à Kléber. Et c'est un plaisir. Écoute, plaisir partagé. On va parler d'un sujet qui, tu le sais, me tient à cœur. C'est finalement la rencontre de deux secteurs extrêmement exigeants, extrêmement stratégiques aussi, et extrêmement porteur d'avenir, finalement. Tout à fait. C'est le spatial, qui bien évidemment est notre secteur de cœur et notre ADN. Et puis, c'est le secteur nucléaire qui a à l'heure actuelle une grande renaissance, notamment en France et dans le monde entier. Mais c'est vrai que la France est un peu le réacteur nucléaire de l'Europe. Donc, c'est le lieu de prédilection pour ce genre de crossover, finalement, entre deux industries qui sont très développées dans notre cher pays. Avant toute chose, tu le sais, il y a une grande tradition dans ce podcast, c'est bien sûr d'en savoir plus sur l'invité. Alors bien sûr, Amaury, quel est ton parcours ? Eh bien, je suis Amaury Dufay, je suis chercheur doctorant à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Et en termes de parcours, j'ai d'abord fait un master en sciences politiques, je me suis spécialisé dans les questions de défense. J'ai toujours eu une passion pour l'espace. Et en fait, c'est au niveau du master après que j'ai joint un petit peu les deux bouts, d'abord en étudiant l'US Space Force, et là maintenant en tant que chercheur à cet institut à Lyon, qui est l'université Jean Moulin Lyon 3, et où là, je déroule maintenant mes recherches à la fois sur les enjeux du New Space, dont tu parles régulièrement dans ton podcast, et plus spécifiquement sur les enjeux capacitaires, donc en gros comment la technologie évolue, comment ça modifie les usages de l'espace aussi. Et dans ce cadre-là, je me spécialise plus particulièrement sur la propulsion nucléaire, qui, je crois, est effectivement le sujet de notre discussion. Absolument. Alors, propulsion nucléaire en particulier, mais finalement, utilisation de technologies nucléaires dans le spatial. Alors, ça peut paraître un peu antithétique, parce que mettre des produits nucléaires sur un lanceur, c'est pas forcément c'est pas forcément une évidence. Qu'est-ce que tu peux nous dire à l'heure actuelle sur finalement cette rencontre entre le secteur nucléaire et le secteur spatial ? Je m'explique. Est-ce que c'est une rencontre récente ou est-ce qu'il y a déjà un historique entre le secteur nucléaire et le secteur spatial ? Alors, il y a un très long historique, effectivement, déjà parce que, de base, l'invention des missiles balistiques répond quand même à un impératif de pouvoir envoyer des charges thermonucléaires dans le cadre de la stratégie de dissuasion. Donc, il y a déjà ce lien un petit peu indirect. Mais de manière plus directe, quasiment dès les débuts de l'âge spatial, comme en fait en réalité l'âge spatial a commencé un petit peu en même temps que l'âge nucléaire, c'est après la Seconde Guerre mondiale, et très tôt les scientifiques se sont posé la question, d'abord aux États-Unis puis en URSS, s'il était possible de joindre les deux et d'utiliser les réacteurs nucléaires pour propulser des fusées. Et donc effectivement, aux États-Unis par exemple, il y a eu tout un moment où il a été envisagé d'utiliser des armes nucléaires miniaturisées pour propulser des vaisseaux. Alors bien sûr, tu parlais du stress intéressant que provoque l'envoi de charges, on va dire, radiologiques sur orbite au décollage des fusées. Et donc c'est en partie ça qui explique un peu l'échec de ce projet qu'on appelait le projet Orion. Il y a eu des projets aussi beaucoup plus soft, entre guillemets, d'utiliser en fait des réacteurs nucléaires comme source d'énergie dans l'espace. Et là, il y a eu toute une séquence aux États-Unis avec le programme NERVA d'abord, qui a débouché vraiment sur des moteurs fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils les ont testés dans le désert, ils les ont fait fonctionner pendant plusieurs heures, ils ont testé aussi ce qu'on appelle tout simplement les cas de figure de sécurité, parfois allant même jusqu'à faire exploser des charges à côté du réacteur pour voir comment le moteur réagirait. En URSS aussi, ils ont fait leurs propres travaux là-dessus, avec un moteur qui s'appelait le RD0410 aussi. Ils ont fait plusieurs tests pendant longtemps, jusque dans les années 80. Mais c'est vrai qu'en fait, dans le spatial, finalement, au-delà de ces applications de propulsion, et qui en fait nécessitent quand même l'envoi de réacteurs quand même d'une puissance assez significative, globalement, pour tout un tas de raisons, et notamment de sécurité et
on va dire, de risques politiques aussi, les réacteurs, généralement, étaient plutôt cantonnés à des fonctions juste d'alimentation électrique, donc soit pour des satellites, les soviétiques l'ont fait, ou l'alimentation de sondes. Alors là, on ne parle pas vraiment de réacteurs, on parle plus de générateurs à radioisotope. Donc concrètement, il s'agit d'un petit conteneur avec un matériau fissile qui libère de la chaleur, et avec cette chaleur, on fabrique un petit peu d'électricité. Donc c'est plus facile à gérer, c'est demande moins de sécurité, entre guillemets, en tout cas c'est moins fragile, ça supporte plus, par exemple, en cas d'échec au lancement, une éventuelle explosion, etc. Et donc jusqu'à présent, ça s'est plutôt limité à ça. Mais donc en réalité, voilà, le spatial et le nucléaire ont en fait beaucoup en commun au plan historique, et depuis très longtemps. Donc si je résume, il y a un peu une naissance concomitante à tout le moins, pour des enjeux de défense et de souveraineté. Et puis après, il y a ce développement, mais qui s'est un petit peu atrophié, entre guillemets. On est passé de ces moteurs de réacteurs à finalement après des piles, des batteries. Tout à fait. Pour des modules. Et alors là, maintenant, 2025, ère du New Space. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ta casquette de chercheur, poindre sur cette rencontre ? Alors, il y a eu une dynamique assez récente, on va dire depuis à peu près les années 2020, de retour un petit peu de retour en grâce, on pourrait dire, de l'énergie nucléaire dans l'espace, pour des applications de propulsion et plus. Ça a commencé notamment en Chine en 2017, avec... alors, les Chinois sont assez parcimonieux dans leur communication. Néanmoins, voilà, c'était une simple feuille de route pour dire, voilà, à partir de 2040, avoir ce qu'ils appellent des navettes à propulsion nucléaire pour l'exploration lointaine. En septembre 2020, si ma mémoire est bonne, c'est au tour des Russes, ils ont révélé une maquette de ce qu'on appelle un remorqueur à propulsion nucléaire. Donc l'idée, c'est que tu as un réacteur qui fournit de l'électricité pour un propulseur électrique. Et donc là aussi, l'application est surtout présentée civile, donc pour pouvoir faire de l'exploration de systèmes solaires lointains, systèmes solaires externes. Bien sûr, il y a les États-Unis, qui eux sont peut-être les plus en pointe à ce jour, en matière de propulsion nucléaire. En 2020, c'était la première administration Trump, qui a rédigé une Space Policy Directive, la numéro 6, qui fournissait en fait un certain cadre et un certain nombre d'objectifs. Donc globalement, aujourd'hui, les perspectives, ce serait l'alimentation de stations ou d'infrastructures sur des corps célestes, par exemple la Lune, parce que la Lune a une durée des journées assez longue, en fait, avec des nuits de 14 jours terrestres. Voilà, donc où le panneau solaire, en fait, ne peut pas fonctionner. Il y a cette application-là. Il y a le retour aussi un petit peu des applications de propulsion. Donc avec là une initiative qui aux États-Unis s'appelle DRACO. C'est un acronyme qui veut dire en gros un démonstrateur pour faire des manœuvres en orbite cislunaire. Donc il y a quand même là aussi cette idée, on retrouve d'exploration plutôt sur des orbites hautes ou voire le système solaire lointain. Et donc alors, à voir, bien sûr, parce que la politique américaine évolue drastiquement ces dernières années, ces dernières semaines même, mais l'idée, ce serait que ce moteur soit testé en conditions réelles, donc sur un démonstrateur, envoyé par une fusée Vulcan, sur une orbite cislunaire, en 2027. Donc, en toute logique, le calendrier va glisser, comme c'est souvent le cas dans le spatial. Néanmoins, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, des tests de réacteurs sur Terre sont difficiles à mener dans un cadre politique sécurisé et écologique, en fait, en réalité, si on veut le tester, l'espace est peut-être le meilleur domaine. Donc c'est pour ça, moi, j'aurais tendance à parier que d'ici 2030, on pourrait voir au moins un démonstrateur de ce type de réacteur. Et alors bien sûr, en Europe, ça commence à bouger aussi, puisque, alors peut-être pour les auditeurs, le spatial européen, généralement, ça joue entre trois types d'acteurs, les agences nationales, l'agence spatiale européenne, mais qui n'est pas reliée à l'Union européenne, qui est voilà, c'est ça, qui est une organisation internationale. Tu as raison de le préciser. Voilà, avec sa propre dynamique, et le SPA, qui pour le coup est l'agence spatiale de l'Union européenne. Bref, donc au niveau nationaux, on peut citer le Royaume-Uni par exemple, avec Rolls-Royce qui de manière privée, sur fonds propres, développe pareil un réacteur dont l'objectif serait d'alimenter par exemple une base lunaire.
faut imaginer quelque chose qui aurait à peu près la forme d'une configuration un peu parapluie, donc avec le réacteur et ses radiateurs. Les Italiens, ils travaillent activement. Il y a tout un mouvement là aussi de retour du nucléaire en Italie. Et donc ils travaillent sur un projet pareil de réacteur à destination de vraiment une infrastructure lunaire en surface lunaire. Il y a bien sûr l'Agence spatiale européenne s'y intéresse aussi. En septembre 2022, il y avait eu 2 appels à projets qui avaient été faits. Un projet qui s'appelle Rocket Roll et qui vise le développement d'un réacteur nucléaire, moteur nucléaire électrique, c'est-à-dire qu'en gros le réacteur nucléaire alimente un moteur électrique, et Alumni, où là en fait ce serait la propulsion nucléaire, on pourrait dire entre guillemets directe, où directement le réacteur chauffe le fluide propulsif. Voilà. Et en France, je sais que Framatome travaille activement, notamment d'ailleurs avec les Américains, voilà, en lien avec le programme Draco notamment. Voilà. Donc, effectivement, au plan mondial, il y a une sorte de retour en grâce comme ça de l'énergie nucléaire et de ses usages, en tout cas, pour l'exploration spatiale. Et si je te comprends bien, il y a effectivement l'utilisation de l'énergie nucléaire pour l'exploration. Tu mentionnais le réacteur nucléaire potentiellement lunaire. Mais il y aurait aussi, et ça peut être intéressant dans un sens qu'on n'anticipe pas forcément, un côté fabrication en orbite, ou en tout cas test en orbite, de certains réacteurs nucléaires qui, eux, seraient peut-être utilisés pour l'électricité, entre guillemets, à l'ancienne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'espace, généralement, en fait, il y a 2 contraintes majeures à gérer. D'abord, la contrainte énergétique, c'est-à-dire que les vaisseaux, généralement, pour alimenter leur charge utile, pour alimenter leur système interne, leur propulsion, ont une énergie limitée, donc il faut la gérer. Et ensuite, il y a la gestion du facteur temps. Parce que l'espace, c'est grand, et donc quand il faut faire des manœuvres, il faut beaucoup anticiper, ça demande de l'énergie, et donc ça demande aussi une certaine infrastructure d'information. Bref, et donc l'énergie nucléaire permet de mieux gérer ce facteur énergétique limitant. Donc effectivement, tu parlais du test en orbite. L'avantage de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle est très compacte en termes en kilogrammes. Elle est beaucoup plus compacte. Elle est beaucoup moins encombrante aussi du coup que les panneaux solaires, qui peuvent présenter certaines fragilités ou vulnérabilités, par exemple, vis-à-vis des débris. Et donc, cette énergie nucléaire, elle permet d'alimenter des systèmes qui, jusqu'à présent, sont très gourmands en énergie et où les panneaux solaires atteignent un peu leurs limites. Donc, typiquement, on peut citer, alors ça c'est à plus long terme, mais par exemple, s'il faut gérer les données en orbite, certains systèmes de gestion de données, certains data centers en orbite auront besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie, et comme chaque gramme compte, l'énergie nucléaire, à ce moment-là, est plutôt une bonne piste prospective. On peut envisager aussi, alors là encore, c'est peut-être encore plus prospectif, faut savoir que globalement, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que la richesse de l'espace n'est pas forcément dans les ressources qu'on peut exploiter sur les corps célestes, mais plutôt dans les procédés. C'est-à-dire pour fabriquer des choses que sur Terre, on peut difficilement fabriquer parce que ça demande, je sais pas, par exemple, des conditions de gravité un petit peu différentes ou des conditions sous vide qui sont difficiles à atteindre, ce genre de choses, et que l'espace permettrait. Et là, l'énergie nucléaire permettrait de fournir l'énergie à ces infrastructures qui sont très énergivores en orbite. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'énergie nucléaire dans l'espace s'interconnecte du coup avec un certain nombre d'autres capacités, comme par exemple l'avènement des lanceurs lourds, que ce soit la New Glenn, le Starship ou même les lanceurs chinois. Et c'est avec ces lanceurs lourds aussi que, en même temps qu'il y a une augmentation de la masse des charges utiles, il pourrait y avoir aussi une augmentation des besoins énergétiques. Et donc, l'énergie nucléaire trouve sa place là-dedans. Et bien sûr, ça peut aussi avoir des applications duales. Alors, tu évoquais la notion de stratégie. Je rappelle que tu as commis un ouvrage récemment, tout à fait, qui notamment traite aussi de ces aspects stratégiques. Quels seraient pour toi les freins à cette rencontre justement entre le spatial et le nucléaire? Est-ce que ça serait des freins réglementaires, des freins stratégiques? Parce qu'on est quand même sur 2 sujets qui, notamment à l'heure actuelle, sont un peu sur les feux de la rampe. C'est une excellente question. Frein stratégique, j'aurais tendance à dire que c'est pas le principal parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un moment
de multipolarité du monde, où il y a un retour de la compétition de puissance d'une façon qui n'est pas sans rappeler la Première Guerre froide. Un retour aussi, une émergence d'un monde multipolaire, avec la Chine en principal compétiteur, mais peut-être aussi avec l'Inde. Qui est aussi une grande puissance spatiale. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est pour le contexte stratégique. Donc c'est pour ça, en termes de pure stratégique, je pense que pour l'instant, pour moi, c'est plus un facteur d'encouragement plutôt qu'un frein. En revanche, il peut y avoir des freins. Déjà, pour commencer, tous les pays n'ont pas forcément besoin de ça, parce que l'énergie nucléaire, ça répond à un besoin énergétique. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des infrastructures spatiales énergivores, donc ça veut dire qu'il faut avoir l'ambition et les besoins qui vont avec. Donc il y a ce facteur, on va dire, qui est très pragmatique. Mais après, quand bien même, il y a aussi d'autres facteurs limitants. Il y a un facteur politique, bien sûr, c'est-à-dire que l'énergie nucléaire, au même titre que les armes nucléaires, véhicule un ensemble de représentations qui ont été construites et qui ne jouent pas forcément en sa faveur. Et finalement, la technologie et l'ingénierie doivent répondre à ces impératifs, notamment en matière de sécurité. Je donne un exemple très rapide. Les réacteurs nucléaires, ils ont leurs éléments de combustible, on peut les enfermer dans des barres protégées en céramique, avec l'idée que en cas d'explosion ou de défaillance du lanceur, le blindage en céramique protège les éléments combustibles et donc évite qu'ils se répandent dans l'atmosphère. Donc voilà, il y a cet aspect représentation, on va dire, qui est plus de l'ordre finalement des relations publiques. Voilà. Et effectivement, tu parlais du cadre réglementaire. Là, pour moi, je pense que le facteur qui pourrait être limitant, en soi, le traité de l'espace de 67 et le corpus juridique spatial a déjà des outils de traitement de cette question nucléaire. D'ailleurs, notamment, je ne me souviens plus de la date exacte, mais un jour, un satellite russe soviétique a fait une rentrée atmosphérique non contrôlée, voilà, au-dessus du Canada. Et donc là, il y a eu le cadre juridique international a été mis en route, et donc il a fallu que les soviétiques non seulement dépolluent la zone qui avait été polluée par la rentrée des débris radioactifs, mais paye aussi un certain nombre de dédommagements au gouvernement canadien. Il y a quand même, à mon avis, un certain nombre peut-être d'obstacles, et peut-être que là, tu es peut-être plus à l'aise que moi sur ces questions-là. Je pense qu'avec l'émergence du New Space, il y a un phénomène où les entreprises ont tendance à se saisir de ce genre de technologie. On arrive à un niveau où finalement la technologie est une sorte de prolifération, il faut le dire. Et donc ça pose des questions de responsabilité. Voilà. Et autant avec l'Union soviétique et le Canada, ça avait été plutôt facile à gérer, ces deux États. Autant quand il s'agit d'entreprises privées, la question peut être plus délicate. Parce que tout simplement, c'est difficile de faire la différence, parfois, entre les intérêts de l'entreprise privée et les intérêts de son pays de rattachement, d'affiliation. Et donc là, c'est sur ce point-là, je dirais, où à mon avis, il y a matière à travailler. C'est là où, réglementairement, il y a, entre guillemets, un début de réponse. En tout cas, il y a quelque chose qui se dresse, entre guillemets, sur ce que tu disais. Le mot que tu as utilisé est très, très intéressant. Tu as utilisé le mot de prolifération. C'est vrai que tout de suite, ça, dans le cerveau de juriste, il résonne la notion de contrôle des exportations. Et il est vrai qu'une entreprise du New Space qui déciderait à faire ce crossover espace nucléaire et devenir une entreprise du New Nuclear, se retrouverait notamment si elle souhaite avoir une activité à l'export ou si elle a besoin simplement de matériaux qui viennent d'autres pays, elle sera forcément confrontée à cette question réglementaire hautement sensible, déjà très sensible dans le secteur spatial. Bon, on n'en parle même pas dans le secteur nucléaire, surtout en fonction de certains besoins. Oui. Et d'ailleurs, ça me rappelle un petit truc, c'est que pour l'instant, en tout cas aux États-Unis, ce qu'on constate, c'est que les entreprises privées qui sont sous contrat du gouvernement américain pour concevoir, par exemple, le moteur Draco, ce sont plutôt des géants, donc des industries, des compagnies qui sont plutôt implantées depuis très longtemps, qui ont un long historique de travail dans l'industrie spatiale, et aussi dans l'industrie, on va dire, nucléaire plutôt militaire, donc qui ont déjà la confiance des pouvoirs publics.
C'est pour ça que je pense, pour l'instant, en termes de start-up, à ma connaissance, qui travaillent sur la propulsion nucléaire spatiale, à ma connaissance, il en existe, mais pour l'instant pas à des niveaux très développés. Les plus développés pour l'instant sont les startups qui travaillent sur ce qu'on appelle les SMR, les Small Modular Reactors. Globalement, il s'agit de miniaturiser des réacteurs nucléaires, et donc ça communique assez avec la propulsion nucléaire spatiale et en tout cas l'énergie nucléaire dans l'espace. Mais disons que c'est pas l'espace implique des conditions environnementales supplémentaires qui demandent quand même un niveau de maîtrise technologique, à mon avis, qui n'est pas encore à la portée de beaucoup d'entreprises. Voilà. Bon, bah effectivement, de grands challenges à venir. Déjà les challenges du New Space et puis les challenges potentiellement de ce New Nuclear. Pour terminer cet entretien, puisque tu es chercheur et que tu as cette vision stratégique, mais quelles sont pour toi les grandes tendances qui vont se dessiner pour ce secteur nucléaire et ce secteur spatial pour les prochaines années? Je pense notamment à l'Europe, qui est vraiment en plein cœur du concert des nations, récemment en tout cas. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir cette fusion, c'est le cas de le dire, de ces deux secteurs, en tout cas sur certains ouais. Ça, sauf si c'est hyper, voilà. sur certains secteurs, ou est-ce que tu penses qu'il va quand même y avoir des développements parallèles? Comment est-ce que tu vois cette interpénétration des deux secteurs? Je pense que déjà, il va y avoir les développements, à mon avis, vont se structurer alors en bloc, si on peut dire ça comme ça. Ce que je vois, on va dire, sur les 5 prochaines années, je pense qu'on ne devrait pas voir d'émergence vraiment massive de l'énergie nucléaire, en tout cas de développement de réacteurs nucléaires, de déploiement de réacteurs nucléaires dans l'espace. 2027, pour moteur Draco, je pense que ce sera plutôt 2030. Du coup, je pense qu'à partir de la décennie 2030, on va commencer à voir les premiers démonstrateurs. Donc on va tester des réacteurs. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que c'est ce qui va se passer, à mon avis, autour de la Lune. Pour 2 choses. D'abord, parce qu'il y a le programme Artemis. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a une dynamique qui ressemble à une course à la Lune entre la Chine et les États-Unis. On verra comment évolue le programme spatial américain. Moi, j'aurais tendance à dire que les Chinois ont une avance qui place en bonne probabilité pour qu'ils arrivent sur la Lune avant un retour américain. Et donc, dans ces cas-là, à voir comment ça pourrait évoluer, mais une des pistes, ça pourrait être après d'établir une présence semi-permanente sur la Lune, auquel cas il faudra maintenir, y compris pendant la nuit lunaire, les systèmes de support-vie des astronautes, et donc dans ce cas-là, pourquoi pas voir un réacteur déployé en surface lunaire. Pour moi, là déjà, ça, je pense que c'est le plus probable. Ce que je vois aussi maintenant, toujours autour de la Lune, c'est au niveau des applications militaires. Il faut savoir que les États-Unis ont un grand intérêt pour la surveillance des orbites, et notamment des orbites de ce qui se passe en orbite cislunaire. Il se trouve que le moteur Draco est conçu pour les orbites cislunaires, et donc ça ouvre une certaine perspective. Par exemple, pourquoi pas imaginer des satellites à vocation militaire ou duale, dont la mission serait de surveiller le trafic en orbite, y compris sur des orbites très lointaines, y compris autour de la Lune, tout simplement pour permettre aux États de surveiller les activités des uns ou des autres. Bien sûr, là, ça se demande un niveau de maîtrise technologique qui nous place plutôt au niveau, je dirais, chinois et américain. Sachant que la politique américaine a tendance à évoluer rapidement, et donc c'est un petit peu difficile de faire des prédictions fermes. Ça, voilà, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, tu as eu raison de dire, la question de l'Europe se pose. Parce qu'on voit bien que les États-Unis, aujourd'hui, font peser un certain nombre de problématiques sur la politique étrangère des pays européens et de l'Union européenne. Et donc la question pourrait se poser, y compris au plan industriel, ça pourrait être pertinent concrètement de se positionner sur cette technologie nucléaire embarquée. Je pense à la France, mais l'Italie semble motivée. À titre personnel, j'ai du mal à imaginer que ça se fasse au niveau de l'Agence spatiale européenne ou de l'Agence de l'Union européenne. Pour tout un tas de raisons, c'est que ce sont des organisations qui sont multinationales.
Or, le nucléaire, et ça, à mon avis, c'est une tendance qui, à mon avis, ne va faire que se confirmer, ça reste quand même quelque chose d'assez régalien, ne serait-ce que parce que la maîtrise technologique nécessite des acteurs déjà implantés. Et donc, je peux voir, par exemple, des capacités qui sont développées au niveau national, parfois partagées au profit d'alliés européens, mais je doute un petit peu au plan politique de la possibilité d'une décision qui irait dans le sens vraiment un réacteur conçu par exemple en commun entre différents partenaires. On ne peut pas exclure qu'il y ait des partenariats qui soient signés, on va dire, en dehors du cadre Union européenne ou USA. Par exemple, pourquoi pas entre l'Italie et la France. Ça peut tout à fait s'envisager. J'ai ouï dire aussi que les Indiens étaient intéressés par la propulsion nucléaire. Donc, voilà, il y a des possibilités, à mon avis, de coopération, mais qui resteront en quelque sorte sectorielles, circonstancielles, et un petit peu au cas par cas. Voilà, globalement, on va dire, ce que je peux voir, on va dire, à horizon 2040. Et après, au-delà de 2040, je pense qu'on rentre, ça devient plus dur de faire des prédictions, plus risquées aussi, mais je pense qu'il va y avoir un moment où je pense pas qu'il y aura vraiment de base installée sur la Lune de manière vraiment permanente, comme on aurait eu avec l'ISS par exemple. Je vois plus une tendance qui se dessinerait vers une occupation semi-permanente, voilà, avec des camps de base, mais après, la prochaine étape, c'est Mars. Et là, alors, sauf si le Starship réussit, et auquel cas, on peut imaginer un équipage, je vois bien une douzaine de personnes, arriver sur Mars à l'horizon 2040, mais dans ce cas, si le Starship réussit, en fait, comme le Starship mise sur l'optimisation de la propulsion conventionnelle, il n'y aura pas besoin de nucléaire. Voilà. Ça n'empêche pas les Chinois de travailler. Actuellement, leur plan martien semble plutôt se diriger quand même vers un vaisseau à propulsion nucléaire. Ou alors, si le Starship venait à échouer parce qu'il peut échouer, et à mon avis, pas forcément parce que les ingénieurs de SpaceX sont incompétents, mais plutôt parce qu'il y a un aléa politique au niveau d'Elon Musk qui fait peser une véritable incertitude, eh bien à ce moment-là, la propulsion nucléaire reste une option parfaitement viable, et en réalité, jusqu'à présent, on s'était même considéré comme indispensable pour aller envoyer des hommes autour de Mars. Voilà. Eh bien, écoute, on va enregistrer tes prédictions avec attention, et puis on prend rendez-vous finalement pour 2030, qui est pas dans si longtemps. Écoute, je tiens à te remercier pour ta participation au podcast. C'est extrêmement intéressant ce que tu nous as dit, et puis plein d'espoir pour une industrie qui est un fleuron aussi de notre pays. Et donc, on est ravis de voir que ces deux potentiels secteurs puissent s'allier. Tout à fait. Et j'ajoute que c'est aussi mon sujet de thèse, la propulsion nucléaire spatiale aux États-Unis, et que donc, j'ai fait mon pari. Donc je serais ravi effectivement de te revoir prochainement pour en rediscuter. Très bien, et on prend date du coup pour la soutenance. C'est ça. Je tiens informé. Effectivement. Merci Amaury. Merci beaucoup Numa. À bientôt. À bientôt, au revoir.